Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi. Signature du groupe Sonatrach d'un contrat d'hydrocarbures de type partage de production avec la société saoudienne Mided Energy North Africa d'une valeur de près de 5,5 milliards de dollars. Libération ce lundi de 1968 détenus palestiniens des prisons de l'occupation dans le cadre du cessez-le-feu. On verra dans ce journal l'explosion de joie et la liesse qui ont accompagné les retrouvailles. Crise politique en France, le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu entre en fonction, mêlant techniciens aux fonctionnaires et quelques figures politiques expérimentées avec l'objectif d'éviter une censure très probable de déposer un projet de budget dans les temps. Les Verts sont à moins de 24 heures de leur dernière rencontre pour les qualifications mondiales du football face à l'Ouganda. Déjà qualifiés, les Fennecs ont effectué leur dernier galop d'entraînement sur la pelouse du stade de Tizi Ouzou, théâtre du match de demain. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette signature du groupe Sonatrach ce lundi d'un contrat d'hydrocarbures de type partage de production avec la société saoudienne Mided Energy North Africa d'une valeur de près de 5,5 milliards de dollars, d'une durée de 30 ans. Ce contrat prévoyant une période de recherche de 7 ans porte sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans le périmètre contractuel d'Élysée Sud, dans le bassin d'Élysée. En vertu de ce contrat, la société saoudienne assurera le financement intégral des phases d'exploration et d'exploitation. Au terme de la période contractuelle, la production globale devrait atteindre près de 993 millions de barils équivalent pétrole, dont 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel destinés à la commercialisation. Écoutons. Sonatrach et la société saoudienne Mided ont signé un contrat portant sur l'exploration, la production et l'exploitation de gisements situés dans le sud-est d'In Amenas, dans la wilaya d'Illisi. Ce contrat permettra la production de 125 milliards de mètres cubes de gaz naturel, de 103 millions de tonnes de GPL ainsi que de 101 millions de tonnes de condensat. Ce partenariat est durable et il ouvrira la voie à d'autres entreprises du secteur privé saoudien. Nous espérons que la coopération entre nos deux pays se renforcera et se développera davantage, non seulement dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi dans d'autres domaines industriels et des services. Nous aspirons à d'autres collaborations à l'avenir. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a pris part ce lundi au Cap, en Afrique du Sud, à la réunion ministérielle du groupe de travail sur la réduction des risques de catastrophes relevant du G20. L'Algérie participe pour la première fois à cet important rendez-vous international en tant qu'invité dans le cadre des activités du G20. Pour le ministre de l'Intérieur, cette participation témoigne de l'engagement de notre pays à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la gestion des catastrophes et de l'adaptation au changement climatique. L'Algérie s'est engagée à faire face aux risques de catastrophe à travers un cadre juridique, organisationnel et stratégique solide et ambitieux, en cohérence avec ses engagements nationaux et régionaux dans ce domaine. Elle s'appuie sur les enseignements tirés des expériences passées et adopte une approche participative réelle, impliquant tous les acteurs et partenaires nationaux concernés par la réduction des risques. Cette démarche a conduit à l'élaboration d'une nouvelle loi promulguée en 2024 qui établit les principes de prévention, d'intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable. Dans le cadre de la coopération bilatérale militaire entre les forces navales algériennes et la marine royale britannique, le commandant des forces navales, le général-major Mahfoud Ben Meddeh, a procédé aujourd'hui au niveau du quai nord de l'Amirauté, siège de la base navale d'Alger, en première région militaire, à l'inspection de la corvette polyvalente El Dafer avant son départ pour participer à 2 exercices conjoints prévus durant la période allant du 19 au 24 octobre dans les eaux territoriales britanniques. Ces exercices permettront l'échange d'expertise et la consolidation de l'interopérabilité entre les
forces navales des deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité maritime. La nage de combat, les démolitions sous-marines, ainsi que les actions d'intervention spéciale, ce qui reflète l'intérêt qu'accorde le haut commandement de l'ANP à hisser la coopération militaire avec les armées amies et consolider la capacité opérationnelle de forces navales algériennes. Nous le disions en titre, c'est une grande réussite. L'échange de prisonniers palestiniens contre les derniers otages sionistes a eu lieu ce lundi dans le cadre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. À Ramallah, en Cisjordanie, comme à Gaza, c'était un jour de fête où près de 2000 détenus palestiniens ont été libérés des prisons de l'occupation. Ils ont eu du mal à se frayer un chemin à travers la foule qui les attendait. Retour sur cette explosion de joie et ses retrouvailles avec Badia Amani. À Ramallah, en Cisjordanie occupée, à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, une foule dense attendait aux abords des bus de transfert qui avançaient les uns après les autres. Visage tendu, espoir en suspens, lorsque les détenus sont apparus, des acclamations, des you-you et des applaudissements ont éclaté aussitôt et les cris de victoire ont résonné. Des moments de joie mêlés de soulagement et ce désir simple de rentrer chez soi pour des prisonniers qui croupissaient injustement depuis de longues années dans les geôles de l'entité sioniste. C'est une journée historique pour les familles des 1968 détenus libérés aujourd'hui. Bien plus qu'un geste politique, c'est une vraie victoire morale, un moment d'unité et de dignité retrouvée. Les prisonniers libérés racontent en pleurant la douleur de l'attente, leur souffrance après des années derrière les barreaux, à subir des sévices innommables, mais aussi l'émotion de revoir la lumière du jour. Ce soir, la Palestine célèbre non seulement le retour de ses enfants, mais l'espoir d'un nouveau départ, malgré les ruines et les cicatrices laissées par la guerre. Une parenthèse de bonheur, fragile mais précieuse. Nous disons en titre crise politique en France. Le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu entre en fonction ce lundi, mêlant ministres politiques et techniciens. C'est une opération de survie pour un Premier ministre qui doit surtout éviter une censure possible dès cette semaine et déposer un projet de budget dans les temps. Plus de détails avec Afef Blouchet. C'est un gouvernement flambant neuf, mais déjà sous perfusion politique. Dimanche soir, 22h, Sébastien Lecornu a dévoilé la composition de son deuxième gouvernement en une semaine, après l'échec express du premier, tombé en 15 heures sous le feu croisé des partis. 34 ministres, un mélange d'élus et de figures issues de la société civile, le retour affiché à l'esprit de 2017, dit-on, dans les arcades du pouvoir. Mais dans les faits, c'est une opération de survie pour un Premier ministre déjà menacé de censure avant même son premier conseil des ministres. Sur les bancs de l'opposition, on parle d'un gouvernement de transition vers la censure. Nous ne sommes pas élus pour nous entendre. Nous sommes élus pour appliquer ce que nos électeurs nous ont demandé de faire. Eh bien, je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. En effet, le Rassemblement national et la France insoumise ont déjà déposé ce matin une motion commune. Les écologistes, eux, s'étonnent d'un gouvernement technique sans souffle vert quand la planète, elle, continue de brûler. Quant aux socialistes, ils observent et laissent planer le doute, mais posent leurs conditions. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. La question n'est pas de savoir n'est pas de savoir qui est ministre. La question, c'est pourquoi faire. En quoi ce gouvernement peut apporter des réponses concrètes aux Français. C'est là-dessus que les socialistes jugeront. Et donc, nous avons, au mois d'août dernier, proposé un budget pour la France qui était beaucoup plus favorable aux Français et à son économie. Le président a fait le choix de nommer quelqu'un de sa famille politique à nouveau. Et donc, nous disons, maintenant, nous allons attendre les propositions du Premier ministre Lecornu. Et si elles répondent, elles vont dans le bon sens. Et si on peut avoir un vrai débat au Parlement pour à la fois le budget de l'État et le budget de la Sécurité sociale, nous verrons à ce moment-là. Mais à ce stade, nous sommes dans l'attente des annonces du Premier ministre. Réformer la retraite, c'est non pour les Républicains.
Une fermeté qui cache mal l'état de la droite qui se débat dans ses propres décombres. Après le psychodrame qui a coûté la tête au précédent gouvernement, le duel Retailleau-Wauquiez a laissé des traces. 6 membres des Républicains ont accepté de rejoindre le Cornu. 6 ont été exclus dans l'heure. Bruno Retailleau parle de trahison et accuse le Cornu de débauchage organisé. Résultat, une droite fracturée, écartelée entre fidélité au parti et tentation du pouvoir. Et pour ne rien arranger, le patron des LR, Bruno Retailleau, perd 7 points dans les sondages en une semaine, une chute libre qui illustre le désarroi d'un camp sans cap. Mardi, Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration politique générale devant l'Assemblée nationale française. L'enjeu, maintenir à flot une majorité éclatée, composée de fidèles macronistes et de centristes d'horizon, de quelques modems et désormais de ces transfuges LR. En apparence, Lecornu relance la machine. En réalité, il gagne du temps sur une ligne de crête entre technocratie et politique, fidélité et fracture, réforme et survie. Il a promis de rassembler, il devra d'abord résister. Retour chez nous avec ces condoléances de la Direction générale de la communication à la présidence de la République, à la famille du journaliste à la retraite, ancien grand reporter à la radio nationale, Messoud Ramdani. Le défunt a laissé une empreinte profonde auprès de ses collègues et de tous ceux qui l'ont connu. En cette douloureuse épreuve, la Direction générale de la communication à la présidence de la République exprime sa profonde compassion à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation médiatique, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder sa sainte miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort. Et la Direction générale de la communication à la présidence de la République présente également ses condoléances à la famille du doyen de la presse algérienne, Boubacar Hamidesh, décédé hier à l'âge de 82 ans. Le défunt a marqué de son empreinte la presse algérienne dès ses débuts au lendemain de l'indépendance. Il s'est distingué par ses analyses pertinentes et une rare acuité journalistique au cours d'une longue et riche carrière dans plusieurs établissements médiatiques. L'actualité est aussi sportive. Ce lundi, l'équipe nationale de football, assurée de sa présence à la prochaine Coupe du Monde 2026, recevra son homologue ougandaise demain au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, avec l'intention de l'emporter et conclure en beauté à l'occasion de la 10e et dernière journée des qualifications. C'est ce que nous dit Riyad Belkhadim dans son reportage. Une rencontre sans véritable enjeu comptable pour les Verts, mais riche en symboles, puisqu'elle marquera à la fois la célébration d'une qualification attendue et le retour de l'équipe nationale parmi le Gotha mondial après 12 années d'absence. Les protégés de Vladimir Petkovic ont validé leur ticket pour une 5e participation au mondial jeudi dernier à Oran à la faveur d'une victoire nette et sans bavure contre la Somalie. C'était au stade Miloud Hedfi. Un succès qui a porté leur total de points à 22, assurant ainsi la première place du groupe G devant l'Ouganda, 18 points, leur dernier adversaire dans cette campagne. Les Verts visent désormais à conclure en beauté en s'imposant à la maison devant leur public qui promet de vivre un grand moment de communion avec ses joueurs. Continuez à faire comme vous faites d'habitude, ils nous soutiennent bien, ils sont toujours là, toujours remplis le stade et on espère une bonne ambiance encore demain, Inch'Allah. Au-delà de la célébration, les coéquipiers de Riyad Mahrez ont un objectif statistique à porter demain, terminer meilleure attaque de ces qualifications. Bien, tout est bien, mais demain on s'attend vraiment à un gros match parce que, comme j'ai dit, l'Ouganda, ils ont encore une chance de se qualifier parmi les meilleurs deuxièmes. Donc on sait qu'ils vont venir en donnant tout et nous ça va être un bon match, un bon test pour nous préparer pour la CAN et les prochaines échéances, Inch'Allah. Avec 22 réalisations, l'Algérie partage actuellement le sommet du classement offensif avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Soigner le goal average demain est très important et il pourrait offrir à l'équipe nationale une récompense symbolique mais prestigieuse, synonyme de régularité et d'efficacité sur l'ensemble de la campagne. Et à Tizi Ouzou, les foules se préparent à la veille du match. Beaucoup de supporters ont fait le déplacement d'autres wilayas du pays pour vivre la joie de la qualification dans l'un des plus beaux stades d'Algérie. Sid Ahmed Bouraïd. Regarde. Une ambiance formidable règne dans la ville de Tizi Ouzou qui accueille l'équipe nationale algérienne qui disputera le dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre l'équipe nationale ougandaise. Il y a une très bonne ambiance ici. On espère célébrer la victoire tous ensemble mardi au stade Hussein Ait Ahmed.
ونكملوا الفرحه نتاعنا غدوه ان شاء الله ونديني الزول في لون ارتيزي وزو. On est très heureux à la réception de l'équipe nationale c'est une tradition. Toute la région de Tizi Ouzou قدشن تهكين pour accueillir l'équipe nationale مثلنا à travers tout le territoire national. Want to vive l'Algérie. Je suis venu de Constantine pour vivre la joie de la qualification dans l'un des plus beaux stades d'Algérie. L'accueil était exceptionnel et a reflété l'attachement du public algérien à son équipe nationale, notamment après sa qualification pour la Coupe du Monde. En plus des performances, les traditions de la région étaient présentes, une occasion pour les consolider. Autre moment fort, les joueurs rendent visite aux malades de l'hôpital de Tizi Ouzou. L'émotion était présente. Toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit grande et célébrée comme il se doit. Le retour de l'Algérie au plus grand événement footballistique de la planète. Et pour vous faire vivre l'ambiance en temps réel, nous avons avec nous depuis le stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou, Meissa El Bouahla. Meissa, bonsoir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à la veille de ce dernier match des Verts ? Bonsoir Sarah, bonsoir à nos chers et fidèles téléspectateurs. On se trouve actuellement ici même au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou. Comme vous pouvez l'apercevoir juste derrière nous, les derniers préparatifs se poursuivent. On rappelle que c'est ici que va se tenir le dernier match qui opposera l'Algérie à l'Ouganda à partir de 17h. On est sur les lieux depuis ce matin, on est à Tizi Ouzou et donc on a pu assister à cette journée, à cette avant-veille de match où la ville de Tizi Ouzou s'est préparée depuis le matin. Au centre-ville, les joueurs ont été reçus par le public algérien, ils ont pu partager quelques moments de joie avec les supporters. Par la suite, ils ont effectué une visite dans un hôpital où ils ont pu partager un moment de solidarité, de plaisir et de partage avec des enfants malades. Et par la suite, ils sont venus ici même au stade où ils ont poursuivi la dernière séance d'entraînement. On a pu également échanger avec eux, échanger avec quelques joueurs. Ils nous ont fait part de leur enthousiasme et ils ont très hâte de jouer ce match ici au stade Hussein Ait Ahmed. On rappelle que le match se jouera à guichet fermé et une fête sera prévue pour l'après-match pour célébrer ce moment historique. Les Verts rejoueront une Coupe du Monde après 12 ans d'absence et comment vous dire qu'on sent déjà une ambiance ici au stade et on espère que tout se déroulera parfaitement demain ici. Merci beaucoup Meissa, on le souhaite aussi, croisons les doigts pour les Verts pour le match de demain, même si l'équipe est déjà qualifiée. Voilà qui termine donc ce journal, merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie, prochain point de l'information à 20h. Je vous retrouve demain à 19h, excellente suite des programmes sur notre chaîne.